Moi, je voudrais vous ramener un peu dans la zone rurale où je vous vois fréquemment. Il y a que un principe dans l'organisation publique. La SEG s'occupe de l'adduction d'eau ou de la gestion de l'eau dans les zones urbaines, et le service national d'aménagement des points d'eau, donc le SNAP, devrait en principe s'occuper, n'est-ce pas, de ce monde rural. Je sais qu'il y a beaucoup de villages aujourd'hui, même des districts, des grandes agglomérations qui continuent à consommer, n'est-ce pas, l'eau de marigots, de rivières, etc. De votre propre observation, à quel niveau le SNAP intervient aujourd'hui dans le monde rural? Disons qu'il y a eu beaucoup d'efforts, hein. Il faut reconnaître surtout des partenaires techniques et financiers, qu'il faut d'ailleurs saluer de passage. Le SNAP fournit assez d'efforts. Comme je vous ai expliqué, la question de l'eau, elle est transversale. On ne peut pas la réduire à 2 ou 3 entités. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Vous prenez Conakry ou même en zone rurale, c'est mieux organisé en zone rurale d'ailleurs qu'en zone urbaine. Parce qu'en zone rurale, vous avez un comité de gestion. S'il y a le forage a un problème, les communautés contribuent à pouvoir régler la problématique. Mais aujourd'hui, à Conakry, quand vous prenez l'eau de la SEG, quand il y a des failles ou des tuyaux qui sont percés par endroit, les populations, chacun passe, même le chef de secteur, c'est pas son problème. Alors qu'en réalité, il oublie que cela fait partie de son travail. Donc, si on ne met pas en place, on ne fait pas cette assise nationale, moi je ne cesse de le clamer depuis des années, il faut qu'il y ait une assise nationale sur la question de l'eau. C'est une proposition, vous faites les assises nationales de l'eau. Oui, c'est une très bonne proposition. Allez-y. C'est une très bonne proposition. Alors moi, en vous écoutant, on sent que vous êtes un homme d'expérience, et ce qui me plaît encore plus, c'est que vous êtes vraiment en zone rurale. C'est-à-dire vous vous contentez pas de, comme le bourgeois que je suis, de rester dans la capitale, mais vous allez vraiment au contact de nos concitoyens de l'intérieur. Alors je sais, pour avoir interviewé le ministre actuel de l'Hydro, monsieur Abbé Sylla, que justement l'eau est devenue l'une de leurs priorités du gouvernement et de son ministère. Comment se fait-il que quelqu'un comme vous, pétri de talent, excusez-moi, je vous passe la brosse à reluire, mais c'est ce que je pense, comment se fait-il qu'on ne vous ait pas consulté justement sur cette problématique immense? Comment se fait-il que le ministère n'ait pas encore pris contact avec vous, qui êtes sur le terrain et qui connaissez visiblement la problématique par cœur? Pour commencer, est-ce qu'il y a des cadres d'échange Oui, est-ce qu'il y a des cadres? Effectivement, absolument. Avec allez-y. Bah, si déjà on travaille sur le terrain depuis ces années, c'est parce qu'il y a une collaboration étroite entre nous et les cadres de l'État. D'accord. Chacun à son niveau, en fait, c'est à des niveaux d'échelle. Nous sommes une ONG, on travaille avec le ministère de l'Administration, le ministère de la Santé et aussi de l'eau. Les acteurs, chacun contribue à sa manière. Donc si on est là, on avance, on essaye d'apporter des... Sur ce cas précis du 4e projet d'eau, est-ce que vous avez été consulté ou est-ce que vous aimeriez l'être? Ben oui, déjà ce qu'on fait en amont et en aval permet de renforcer les résultats de ce qu'il y a. Absolument, allez-y Jacques. Moi, j'ai encore le monde rural parce que qui m'intéresse. Lorsque, par exemple, il y a des volontés qui sont exprimées par les populations locales pour disposer d'un forage, par exemple, est-ce qu'en termes de coût, vous avez une idée, et derrière, est-ce que vous avez pu faire une étude qui pouvait permettre, par exemple, aux décideurs ou alors à ceux qui veulent nous aider de savoir ce que ça pouvait coûter pour qu'au moins chaque village de ce pays puisse disposer de son forage? Parce qu'on est encore loin. Hein. Oui. Pour la question de Jacques, au lieu de parler de chaque village, moi je dirais aujourd'hui, pour améliorer la question de l'eau en Guinée, de combien avons-nous besoin pour régler ce problème définitivement? Si on peut le dire ainsi. On ne peut pas chiffrer ça maintenant, parce que peut-être qu'il sait que si votre femme ne va pas avoir un enfant demain, et la femme de mère aussi, donc on allez-y sur... C'est pourquoi il y a un ministère du plan. Oui, sur la question de Jacques. En fait, vous savez, en zone rurale, il y a une stratégie qu'on a mise en place qui fait qu'aujourd'hui, les populations elles-mêmes acceptent de se prendre en charge. Tout ce que l'État à un moment donné, c'était donner le pouvoir de tout faire dans notre pays. L'État, la question d'eau... Un État provident. Effectivement. Alors qu'en réalité, vous partez dans des villages, vous rencontrez qu'il y a des mosquées qui coûtent 4 milliards, 5 milliards, mais il n'y a pas d'eau.
Et la dernière fois, il y a un imam qui m'a dit... La mosquée de Kissidougou est à 8 milliards. Celle de Gekedou, pareil. Voilà. Oui, la dernière fois, j'étais dans un village, on est allé pour construire un forage, il y a l'imam qui me pose la question, oui, mais c'est vendredi, vous ne venez pas prier à la mosquée? Je lui ai dit non, je refuse. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit non, je ne viens pas prier. Il m'a dit, je veux comprendre. Je lui ai dit, mais votre mosquée, les conditions ne sont pas réunies pour que Dieu soit là. Il comprenait pas le message. Je lui ai dit, le premier principe de l'islam, c'est la foi. Et la deuxième, c'est l'hygiène. C'est pour cela qu'on fait l'ablution 5 fois par jour. Donc, et qui parle d'ablution, parle d'eau. Vous ne pouvez pas construire une mosquée et il n'y a pas d'eau. Vous ne pouvez pas investir dans la maison des dieux. Et ce que Dieu vous demande pour l'adorer, cet instrument n'est pas là, qui constitue l'eau. Donc, au lieu de construire dans les mosquées, investissez d'abord dans les infrastructures de base qui constituent les questions d'eau parce que l'État n'est pas là. Si l'État n'est pas là, vous avez quand même la capacité de faire des mosquées. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de souci, c'est votre foi. Mais en attendant que vous améliorez, que l'État n'arrive, la question d'eau vous pose assez de problèmes. Vous avez vos enfants qui tombent malades, vous avez des femmes qui perdent assez d'heures dans la routine pour les recueils d'eau. Essayons d'aller vers ça. Et ce qui fait que cette balance a permis à certains ménages, à certaines communautés aujourd'hui, de dire oui, ils ont raison, on investit dans de l'eau et ensuite on essaye d'avancer. D'accord. Allez-y, Mafoudia Bangoura, pour cette interview avec Aboubacar Camara. Il est directeur exécutif de l'ONG Tinkisson Antena, qui intervient entre autres dans le secteur de l'eau. Alors, le manque d'eau potable, c'est sur toute l'étendue du territoire national. On a des zones à Conakry où on n'a jamais connu d'eau potable. D'autres connaissaient, mais ont perdu. Justement, cette situation a amené beaucoup de gens à migrer vers les forages. Aujourd'hui, on en a de plus en plus dans les quartiers. Si au début, c'était pour les privilégiés, aujourd'hui, tout le monde essaie d'en avoir. Dites-nous, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ou bien, est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui pour la Guinée quand on parle de cette floraison des forages partout? Oui, la question Tambassé. Allez-y, vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y, Aboubacar. C'était juste pour compléter la question. Ce que ma veut dire, c'est que, enfin, pour compléter, excuse-moi, hein, c'est juste au niveau de la nappe phréatique, on est quand même assez inquiet au niveau de la nappe. Oui, sur cette question, je pense que c'est la énième fois qu'on attire l'attention des autorités là-dessus. La question du forage, c'est que s'il y a un vide, la nature a horreur du vide. Et vu qu'il n'y a pas d'eau, bon, la demande dépasse l'offre. Donc fondamentalement, les gens sont obligés de trouver des solutions alternatives. Et du coup, la plupart des personnes se sont orientées vers la construction de forages. J'avoue qu'on a fait une étude en 2018-2017. Le nombre de forages qu'on a pu dénombrer sur Conakry avec nos mecs moyens, c'était plus de 2000. 2000 forages. Ouais. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que, d'abord, ça donne une fausse impression aux gens d'avoir accès à de l'eau potable. L'eau de forage n'est pas foncièrement de l'eau potable. Les sociétés qui viennent, je pense que j'ai échangé avec l'ex-ministre Papakoli là-dessus, on a eu un entretien. Je lui ai dit de mettre de l'ordre un peu dans la question des forages. Et je pense qu'il était sur la bonne voie parce qu'il avait eu à convoquer la plupart des entreprises qui forent aujourd'hui en Guinée. Ces entreprises, quand ils viennent forer chez les gens, il n'y a pas de cahier de charge. D'accord. Dire que Tamba a besoin de faire un forage, on appelle une entreprise qui ne te fournit pas un cahier de charge. Aucune spécification technique. Pas du tout. Et du coup, ils viennent, ils font le forage. Et après ça, il n'y a pas de contrôle de qualité de l'eau forée. Il n'y a pas une analyse. En Guinée, aujourd'hui, quand on parle de le statut de l'eau, il n'y a pas de structure indépendante qui peut contredire la qualité de l'eau que nous buvons. Ailleurs, nous avons les sociétés d'approvisionnement en eau potable, qu'elles soient en zone rurale ou en zone urbaine, mais il y a toujours une agence de surveillance de la qualité de l'eau qui est privée, qui s'assure effectivement qu'elle est fournie par la société, parce qu'on ne peut pas être juge et arbitre à la fois. Donc aujourd'hui, c'est la CEG qui fournit l'eau et c'est elle qui fait les analyses. En réalité, il faut qu'il y ait... C'est absurde. Voilà. Donc du coup, il faut qu'il y ait une autre structure qui fasse là. Alors, je disais qu'à ce niveau, ces entreprises font ces forages, il n'y a pas d'analyse. Et les gens, à travers, vous avez dit, c'est de l'eau transparente, c'est clair. Les gens se limitent à ça et il y a un raccordement qui est fait. On dépose des tanks et tout le monde est content. Même les démarcheurs te disent non, on a un forage ici. Conakry est une presqu'île. Voilà ce qui se passe. C'est comme si vous avez une pirogue sur l'eau. Vous prenez une pointe, aujourd'hui, vous
commencez à percer. Un petit trou, vous ne sentez pas. Un deuxième trou, vous ne sentez pas. 1000 trous dans la pirogue, l'eau va commencer à s'infiltrer petit à petit. Et au final, ça va s'écrouler. Et la plupart de ces forages se font sur des zones à niveau pas zéro, c'est-à-dire les zones de Kobaya, les zones montagneuses. Donc avant qu'ils n'atteignent le niveau zéro du sol, et aller en profondeur de plus de 80 mètres, déjà, vous avez des mouvements sismiques qui se font. C'est pour cela, quand vous prenez aujourd'hui ces zones, il y a des zones à Conakry, Kobaya, Nongo, les gens se réveillent parfois avec des fissures, ils se posent la question, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, il y a une côte, nous avons une faille sismique qui quitte de Koundara, qui traverse cette zone jusqu'en Sierra Leone. Donc il faut qu'on fasse attention avec ces forages. Alors, il y a les conséquences aussi de ces forages, c'est lié aussi à la qualité. Et l'emplacement même, les lieux où on creuse ces forages, parce que je lisais un document là-dessus. Expliquez-nous comment est-ce que l'eau d'un forage peut être d'un forage, peut être souillée. Voilà. En fait, comme j'ai dit, il y a toujours un ingénieur géotechnicien à la base. C'est ici où j'ai vu, c'est rare, hein? En Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu ni au Sénégal, mais c'est en Guinée où j'ai vu. On construit, après on fait le forage. D'accord. On ne le fait jamais. On voit beaucoup de choses. D'accord. On fait appel à un ingénieur sur une surface de 500 mètres carrés. Tu as une parcelle vide qui vient en fonction du plan de ton bâtiment qui te dit voici ici le forage doit se faire. Par exemple, moi chez moi, la tête de mon forage, c'est au salon. D'accord. Le gars, il a vu où se trouvaient les latrines. Il a dit c'est à ce niveau qu'on fait le forage. Je dis ok, on a fait le forage et ensuite on fait le bâtiment. Les raccordements peuvent maintenant sortir à 30 mètres ou à 20 mètres. Mais ici, les gens font le bâtiment et ensuite, quand les moyens sont là, on essaye d'intégrer un forage. Et ceux qui viennent faire le forage, s'il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a pas d'analyse de la qualité de l'eau, fondamentalement, c'est une entreprise. Ils veulent leur argent et au pire des cas, c'est pour cela, il y a des moments où vous voyez, vous habitez dans un appartement, au départ, l'eau de forage, c'est bon, mais après 6 mois, vous voyez de la boue qui monte, ça change de couleur, et on dit non, on vient curer. C'est parce que tout simplement, ceux qui ont fait le forage au départ avaient besoin d'argent. Et vous avez dit, c'était en 2017, vous avez fait cet inventaire, cette étude, vous trouvez que Conakry avait 2000 forages. Vous trouviez cela catastrophique en termes de distanciation entre les forages et en termes d'espace. On pourrait se poser la question, combien de forages devrait-il y avoir à Conakry sans que ça ne pose un problème pour la ville? En temps normal, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, à Conakry, on n'a pas besoin. Les forages, normalement, c'est en zone rurale. Dans la capitale, dans les grandes villes. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'ensemble des villes de la Guinée, force est de reconnaître qu'il y a des infrastructures, même si c'est vétuste de la part de la SEC qui existe, de l'État qui existe. Mais Conakry, l'eau de Yessoulou ou comment on appelle ça, du lac de Sofonia, si on a un système d'approvisionnement efficace mis en place, il faut investir, c'est tout. Avec le changement climatique qui s'annonce, ceux qui font ces forages, il ne faudrait pas qu'ils oublient. À un moment donné, beaucoup ont fait des forages en 2010 et aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Donc, avec le changement climatique, on conseille aux gens d'aller vers l'eau de surface. L'eau souterraine, pour l'instant, on n'en a pas besoin. L'eau souterraine, pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'ici là, l'eau du robinet, même ce matin encore chez moi, c'était rouge. L'eau était rouge. Que risque-t-on avec cette eau de la Sègue qui arrive souvent dans nos maisons de couleur rougeâtre, parfois même noirâtre? Qu'est-ce qu'on risque, Aboubacar? Bon, vous savez, quand je vous explique ce qui se passe avec l'eau, vous avez donné les chiffres ce matin, c'est que chaque seconde, il y a au moins 7 personnes qui meurent à cause de l'eau. Dans le monde. C'est 2 milliards qui en manquent. Et dans ce monde-là, on va exclure l'Europe, hein, et un peu l'Amérique. Donc, s'il parle dans ce monde, à peu près, on sait c'est vers où. C'est les pays en voie de développement. L'Afrique et l'Asie. L'Asie, voilà. L'Afrique et l'Asie. Et par jour, c'est comme si vous chargez 4 Boeing de 245 places, 7 Boeing qui décollent de l'aéroport de Bessia en destination d'Accra et sur le territoire ivoirien qui s'écrasent au même moment. 7 Boeing par jour qui s'écrasent avec 242 passagers qui s'écrasent au même moment. Si cela se faisait, je pense que M. Jacques ou M. Kouroma, Antoine, allait passer tous les jours
en train de faire des articles sur l'eau. Mais sauf que ces morts sont disparates. Oui. On a un mort à Elles sont Kindia, silencieuses. on a un mort à Kindia, on a un mort à Leluma. Donc du coup, on ne voit pas exactement les conséquences. Et les maladies qui sont créées par l'eau, quand vous allez à l'hôpital, on dira il est mort du typhoïde. C'est ça, il est mort du typhoïde, il est mort de ceci, mais on ne dit pas c'est dû à l'eau. Donc, C'est une réalité que l'on va aborder justement, les maladies liées à l'eau. Antoine Kourouma qui désire prendre enfin la parole. Allez-y. Pas enfin, j'ai pas eu la parole. Allez-y. Si vous donnez pas, Allez-y. je ne la prends pas quand je la veux. Allez-y, je la mon cher, prends lorsque allez-y. je la donne. Moi, laisse-moi, Voilà, allez-y. c'est vous qui commandez l'émission. Si vous me la Vous donnez, allez je la nous faire prends. ça à l'antenne. Voilà, il a pris la parole, je la prends. Vas-y, finalement. Vas-y. Merci enfin de me donner la Enfin, parole. quoi, il veut prendre la Voilà, parole. vous êtes camarade Bakar. Moi, ma question, c'est par rapport à. c'est pas possible. C'est l'eau de mer. L'eau de mer à Conakry, on a pratiquement l'une des rares capitales en Afrique, voire dans le monde, où l'eau de mer n'est pas saine. L'eau de mer est très souillée, elle est très sale. On ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas se divertir en bordure de mer parce que Conakry, les bordures sont pratiquement insalubres. Dites-nous ce qui est à la base de cela, parce que j'apprends beaucoup de choses par rapport aux raisons liées à cela. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi en Guinée, les plages sont si sales, pourquoi l'eau de mer n'est pas saine. alors, si vous voulez, on a abordé ces questions au niveau de l'urbanisation. Vous allez aujourd'hui au niveau des plages, la plupart des corniches sont occupées. Et de l'autre côté, on ne peut pas dissocier la question de l'eau et de l'hygiène. Parce que si vous investissez dans l'eau et que vous n'investissez pas dans l'hygiène, les égouts, les déchets vont se retrouver dans la même eau que vous voulez distribuer au niveau de la population. Donc les deux sont, on ne peut pas les dissocier. Donc concernant l'eau de mer qui n'est pas propre, je pense que c'est une question environnementale. Est-ce que nous avons du respect pour l'environnement? C'est ça la question. Est-ce que nous avons du respect pour le milieu ambiant, le milieu dans lequel nous vivons? Aujourd'hui, vous sortez à Conakry, n'importe qui peut prendre un sachet d'eau et puis jeter quelque part. Il ne faudrait pas l'interdire, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire, justement, mais merci, excuse-moi Jacques, vraiment, ça c'est important. Vous venez de poser deux questions. Est-ce que nous avons du respect pour notre environnement et est-ce que nous avons conscience de la pollution que nous créons en tant que consommateurs? Question 1. Est-ce que, à l'instar du Rwanda, il ne faudrait pas justement interdire par une loi tous ces sachets en plastique qui sont déversés par nos concitoyens à longueur de journée? Oui, à ce niveau, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une assise nationale sur la question de l'eau et de l'hygiène. Parce que l'État a aussi besoin d'accompagnement au niveau des collectivités, au niveau de la société civile, pour mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que ces riverains, ces corniches soient quand même protégés. L'État peut avoir, disons, peut mettre en place. Vous prenez les pays comme le Ghana ou comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Là où travaillent les sociétés minières, il y a le principe pollueur-payeur. Ça veut dire que dans qu'on appelle la politique nationale de l'eau, on te dira, si tu pollues 1 mètre cube d'eau, voilà ce que tu payes. Donc, une entreprise qui s'hasarde à verser de l'huile vers Kagbelin et qu'on se rende compte que ces déchets vont se retrouver. Elle est frappée d'amende. Voilà, elle est frappée d'amende. Donc, pas du tout pour l'instant. Ce n'est pas encore le cas en Guinée. Aboubacar Camara, directeur exécutif de Tinkiso Antena, il s'exprime sur la problématique, les défis et les enjeux de l'eau en République de Guinée. Antoine, on poursuit avec vous. Sur la question, je n'ai pas été satisfait. Sur la question de l'insalubrité de l'eau de mer, on apprend des choses par rapport aux raisons pour lesquelles l'eau de... Ahmed, quand même, laisse-moi parler, Ahmed. Mais éclaire-le. Je pose ma question, je la pose comme je veux, Ahmed. T'as pas à me dire comment je dois la poser. On apprend des choses par rapport aux raisons pour lesquelles l'eau de mer... Tu sais. n'est pas... Ahmed, on va le laisser poser sa question. Vas-y. Je la pose comme je veux, et dans les mots qui me sied. Voilà donc, les raisons pour lesquelles l'eau est si installée, on apprend que ce sont nos déchets, l'eau qui est curée de nos... C'est même pas l'eau, c'est la pâte là. Les toilettes, c'est ce qui est déversé dans la mer à Sonfonia. C'est ce qui serait à la base de cette insalubrité. Est-ce que vous le confirmez? Non, pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui l'eau de mer est sale. Et la mer, c'est quelque chose qui est... j'ai pas vu un truc juste comme la mer. Ce qui appartient, il la récupère. Ce qui ne l'appartient pas, il la rejette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, retenez, tous ceux qui ont fait des remblais sur 10 mètres, sur 20 mètres, sur une surface appartenant à la mer, ça prendra le temps que ça prendra, mais elle va récupérer. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, concernant la gestion des vidanges, des excréments et des eaux usées, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté au niveau de ce dépotage. Quand vous allez vers Samatra, on se pose la question, les vidangeurs qu'on a à Conakry, où ils déversent ces excréments.
À un moment donné, nous, on a voulu travailler avec eux. C'était en transformant ces déchets en biocarburant et en engrais. Mais quand on a contacté certaines personnes qui nous ont dit qu'ils vendaient ces citernes à 2 millions. Alors nous, on a fait venir des biodigesteurs. Mais les jeunes qu'on a voulu intégrer... La merde là, ils vendent ça à 2 millions, c'est ça? Non, on cure. D'accord. On cure à 2 millions. Ce que vous oubliez, c'est que d'accord. Ces déchets aujourd'hui constituent de l'argent. Je prends... Non, je suis bien d'accord, mais après, il y a cette cause que vous souhaitiez porter qui peut quand même profiter à la société guinéenne. Oui, on essaie de travailler dessus. Et on avait envoyé ces biodigesteurs, mais par manque d'accompagnement, on les a tous retournés encore au Sénégal. Donc du coup, Un manque de soutien. De la part Et les jeunes qui travaillaient avaient des difficultés à vivre, à cohabiter avec les déchets. D'accord. Mais nos déchets même sont où? Les grandes gueules. Oui, sur la vidange, c'est que ces vidangeurs aujourd'hui, on sait qu'ils déversent pratiquement... Voilà, ça c'est au niveau dans la mer. Oui. À date, on n'a pas un système aujourd'hui qui dit que les vidanges déposent ça ici. Ceux qui le prennent de nos fosses septiques, ça va dans la mer. Ah oui, je crois. Que D'accord. Et puis après, il y a des gens qui vont à la plage, ils se lavent dedans. Non, c'est normal. La mer est jette, au fait. Oui, mais après, elle est quand même souillée. La mer est quand même souillée, forcément. Oui, aujourd'hui, c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'il y ait une assise. Un seul secteur ne peut pas gérer ça. Un seul secteur ne peut pas gérer cela, les merdes des Guinéens jetées à la mer. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Abdoulaye Sow serait-il devenu indéboulonnable à la Fezabague? En tout cas, on est tenté de le croire, parce que contre plusieurs dispositions des lois syndicales, mais aussi contre décisions de justice, il a réussi à se faire réélire à la tête de la structure syndicale. Il savoure son triomphe. Et ce matin, nous avons une dame, Marie-Yvonne Koumbassa, et justement de ceux qui ne partagent pas cette élection. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle est avec nous ce matin. Madame Koumbassa, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On a généralement des sacs, pas des poches. Ce sont les hommes qui ont des quand poches. Vous mettez des jeans, il y a poche. On met rarement les jeans. On met les jupes, les pagnes. Donc, Madame, moi, j'ai envie bien de savoir. Vous êtes de la Fezabague avec Abdoulaye Sow, mais vous êtes de l'USTG d'Abdoulaye Camara, même si vous avez gagné devant les tribunaux. Abdoulaye Sow est de son USTG. Comment ça se passe que vous soyez à la base d'une même structure syndicale, que vous soyez de deux structures, de deux centrales syndicales différentes? Bonjour d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et à nos collègues du secteur financier, j'aimerais vraiment qu'ils écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Ok, collègues du secteur financier, des banques, allumez vos radios, mettez vos télévisions, suivez, parce que Dame Koumbassa a des choses à vous dire. Allez-y. Merci. Jacques, je suis à l'USTG. Moi, je refuse qu'on me dise que je suis à l'USTG d'Abdoulaye Camara. Il n'y a qu'une seule USTG qui a été créée par Feu Ibrahim Fofana et qui a laissé les camarades en place. On parle de deux USTG. So, Abdoulaye, qu'il m'écoute. Ben, il vous écoute. 2018, quand il y a eu augmentation de carburant, nous avons tenu une réunion pour dire que si l'État augmentait 11 centimes sur les 18 000, toutes les banques et assurances microfinances seront fermées. Fakasori, l'ancien Premier ministre, a augmenté le carburant. Sans appeler les syndicalistes, le patronat et le gouvernement. C'était unilatéral. C'était effectivement. Nous avons dit qu'il faut que Kassori revienne sur sa décision. Son Abdoulaye qui a tapé sur les tables la veille a dit à M. Kassori, si tu augmentes demain, je ferme. Malheureusement pour la population guinéenne, la nuit, il a tourné de veste. La nuit. La nuit. Madame. Oui, qu'il m'écoute. Il a tourné de veste. Parce qu'il avait eu Que s'est-il passé? Il a eu un plastique forêt sac noir. Les grandes Il le sait.
Madame, vous avez vu ce plastique fluorescent noir? Il l'a eu à la Kamayenne, la nuit. Je suis syndicaliste. Je suis censé le défendre. Les travailleurs. Madame, on va y rester. Travailleurs. On va y rester. Je vous dis qu'il a eu de l'argent. Je connais ça. Mais par qui? Par M. Kassori Fofana. Je le nomme. Le Premier ministre. Le Premier ministre Kassori Fofana a fragilisé le mouvement syndical. Waouh. C'est l'arrivée de Kassori Fofana que le syndicat est tombé à terre. Parce qu'il est ami à Abdoulaye. Il vient le matin, il dit on se retrouve à la bourse de travail. On ne va pas suivre le mouvement parce que ce mouvement ne nous regarde pas. Nous avons dépassé d'aller en grève là où on ne gagne rien. L'intercentrale vont sortir aujourd'hui pour aller en grève, pour défendre les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ont un salaire d'1 million 200 et quelques, nous avons dépassé. Je suis venu, j'ai dit, Abdoulaye, si vous parlez aujourd'hui que nous sommes des banquiers, c'est grâce à ces fonctionnaires, c'est grâce à ces commerçants, c'est grâce à ces cireurs de chaussures que nous sommes banquiers. Qui n'est pas touché quand il y a l'augmentation de carburant? Tout le monde est touché. Si tu dis aujourd'hui que nous, on ne va pas accompagner l'intercentrale pour que le gouvernement revienne sur sa décision, je ne serai pas avec toi. Je vais suivre le mouvement déclenché par l'intercentrale. Ce que vous dites là, Limbemba Souma était encore vivant. Limbemba Souma était là, on était tous ensemble à la bourse de travail. Si vous regardez dans vos archives... Quel poids avait-il de décider là c'est une décision au nom de la FESABAG, c'est pas au nom de l'USTG de l'époque. Au nom de la FESABAG. Ok, là je comprends. En ce moment, je n'étais pas encore à l'USTG. C'est ça la question finalement. Allez-y mon cher. Oui, mais alors, moi je reviens sur... bonjour madame d'abord, très belle robe, bravo. Je reviens sur deux points qui vont peut-être pas vous faire plaisir, mais vous parlez de Kassori. Or Kassori était Premier ministre à l'époque. Je crois qu'il faut bien que chacun définisse ses rôles. Votre rôle à vous, en tant que syndicaliste, c'est de défendre les travailleurs et de faire en sorte que votre secteur soit profitable à l'ensemble du pays. Mais je pense aussi que le rôle d'un gouvernement, c'est justement d'affaiblir les syndicats. Donc vous attendez, laissez-moi finir. Son rôle, c'est d'éviter. Non, je finis. Que l'activité soit suspendue. Voilà, exactement. Voilà, donc, je préfère que ce soit non, disons les choses telles quelles. C'est d'éviter que son programme politique ou ses envies soient entravées par les syndicats. Donc, du coup, de les affaiblir. Ça, c'est le rôle d'un gouvernement. Je suis désolé de vous dire, mais c'est comme ça. Alors, je suis d'autant plus étonné que vous n'ayez pas compris ce rôle. C'est-à-dire, vous faites preuve quand même de naïveté. Laissez-moi finir. Pas quand ça se passe dans la corruption. On parle de corruption, là. On parle de corruption. Justement, si vous me laissez finir. Si vous me laissez finir, je vais y arriver. Merci. On va souffrir pour l'écouter. Merci, madame. C'est quand même incroyable que ce soit vous qui leur disiez cela. Merci. Oui, mais donc, pose ta question. Non, je vais finir mon cheminement. Allez, vas-y alors. Donc, je suis très étonné que vous n'ayez pas compris ce rôle du gouvernement. Et en plus, vous nous parlez de corruption. Alors là où moi, je fais très attention avec vos affirmations, je pense que est-ce que vous avez la preuve absolue que le monsieur dont on parle aurait reçu Abdoulaye Sow, aurait reçu ce forêt sac noir. Depuis que ce gouvernement est là, vous avez vu des preuves de corruption? Non, justement. Il n'y en a pas. Mais il y en a. Les gens sont corrompus. Je dis Kassori avait très mal fait. On avait un accord tripartite pour dire quand il y a l'augmentation de carburant, le gouvernement est censé d'appeler le patronat et le syndicat pour parler des mesures d'accompagnement. Il ne l'a pas fait. Il a pris ça par sa tête pour faire. S'il ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'il vous sentait... S'il ne l'a pas fait... Il se sentait fort. Non, mais justement, c'est parce que vous étiez divisés. En ce moment, on n'était pas divisés. Allez-y. En ce moment, on n'était pas divisés. C'est So Abdoulaye qui a divisé le mouvement syndical guinéen. D'accord. Antoine Kourma. Moi, pour une chronologie des faits, j'ai envie de comprendre ce qui se passe pour l'auditeur qui nous suit. Jacques a posé une question au départ. Comment se fait-il que Marie-Yvonne Koumbassa, qui était l'une des têtes penchantes, pensante de la FESABAG, se retrouve dans un autre camp, alors qu'Abdoulaye Sow également est dans un camp adverse? Comment s'est fait votre départ de la FESABAG dirigée par Abdoulaye Sow? Qu'est-ce qui a fait déborder, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui vous a poussé à claquer la porte?
Et il y a eu ce congrès de Mamou auquel vous avez participé. Et dites-nous comment vous êtes retrouvé aux côtés d'Abdoulaye Camara en tant que membre de l'USTG. Le mouvement syndical, l'USTG n'était pas encore divisé, je dis bien. So Abdoulaye était le premier secrétaire général adjoint de l'USTG de l'époque, dirigé par feu Louis Mbemba. Ouais. Louis Mbemba nous a invités, nous. Nous avons reçu des courriers officiels en tant que premier secrétaire général adjoint de la FESABAC. Ma direction aussi a eu un courrier pour me laisser aller participer au congrès qui était censé être organisé à Mamou. Nous avons tenu une réunion à la FESABAC. Entre nous, le bureau exécutif, ils ont dit que cette année, c'était le tour de la FESABAC. Parce que ça se dit que l'USTG a été créé par la FESABAC et le SLEG. Et aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations qui sont affiliées à cette centrale, qui est l'USTG. On ne parlera plus de dire que c'est seulement FESABAC et le SLEG qui doivent être secrétaire général. D'autres aussi peuvent compétir. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord qu'une fédération responsable, FESABAC, qui a mis l'USTG au monde, se dit aujourd'hui que c'est notre tour. C'est la démocratie. Dans les élections, il n'y a pas de tour. Si tu es valable, tu es capable, tu passes. Si tu n'es pas capable, celui qui n'a pas été à l'école, qui est passé, il passe. Et tu te rallies. Il a décidé ce jour que si il ne passe pas, il quitte l'USTG et pour créer une autre centrale. Abdoulaye Sow. Oui. D'accord. Il va créer une autre centrale. La commission a été mise sur place pour organiser, pour élaborer les statuts, pour créer une autre centrale. Parce qu'il était censé de ne pas passer. Ce jour-là, il a créé ce problème-là. Moi, j'ai dit, ok, général, moi, Barry Yvonne Koumbassa, je suis de la FESABAC et je suis de l'USTG. Je ne laisserai pas mon enfant dans les mains d'un inconnu. Je resterai toujours dans l'USTG. Je ne quitterai pas. Si vous ne voulez pas participer au congrès, moi je vais participer au congrès. Parce que je suis l'USTG. À l'époque, il n'y avait pas de désaffiliation. Venons sur le cas de désaffiliation. Comment So Abdoulaye peut s'asseoir dans un bureau cadré avec son petit groupe, son clan, écrire un courrier à l'USTG pour désaffilier le secteur financier de l'USTG sans leur consentement? Comment ça se fait normalement? Il n'y a pas eu. Allez-y. Il n'y a pas eu d'assemblée générale pour demander l'avis. Il n'y a pas eu d'assemblée générale. Les travailleurs ne sont même pas informés qu'il y a eu désaffiliation de la FESABAC de l'USTG. Il l'a fait passer juste le jour de l'assemblée, le premier jour de la grève, non, de la grève déclenchée par l'intercentrale pour dire que ils veulent pas qu'on passe, mais on va quitter. Parce qu'on ne peut pas rester dans une centrale qui défend les salaires de 100 000, 2 millions et 1 million 200. Est-ce que vous êtes d'accord? Les travailleurs ont répondu oui, nous sommes d'accord qu'ils étaient là. Sans comprendre le pourquoi il est en train de faire. C'était pour qu'il soit secrétaire général. Il n'a pas réussi. Il s'est servi de Souma. Aboubacar Souma. Aboubacar Souma. Il m'écoute. Il est passé par Aboubacar Souma. Aboubacar Souma a cru à So. M'a appelé chez lui. Il était avec mon ancien collègue qui est Sano Abdraman, parce qu'il a travaillé à la BPMG, pour avoir mon avis, pour les accompagner dans leur combat noble qu'ils faisaient à l'époque. De la PQD. De la PQD. Du FNDC à l'époque. Ben oui. Le FNDC n'était pas créé. Oui. Abdraman Sano, coordinateur du C'était les forces sociales. Les forces sociales, oui. Il m'a appelé. Est-ce que tu peux accompagner Souma dans son combat? J'ai dit, oui, je peux l'accompagner. So est d'accord de l'accompagner. J'ai dit, non, si So est avec vous, je ne vous accompagne pas. Parce qu'il va vous amener jusqu'au milieu et vous lâcher. Je me retire. J'ai attiré l'attention de Souma. Ses collègues étaient là. Il n'a pas cru. Sano, ce jour-là, lui a dit, Souma, si tu n'as pas cette femme-là dans ton camp, So ne pourra pas. Je lui ai dit que Souma, So va t'amener à la banque centrale. Vous allez négocier. Tu vas sortir. Il va te bouffer. Tu n'auras pas un couplet. Et je pense ce qui s'est passé.
Parce que je l'ai vu, qui est des secteurs financiers, prendre le dossier des enseignants pour aller négocier avec le gouvernement sans les enseignants. Ça, on n'a pas compris. Comment ça s'est passé finalement? Lui qui est du secteur financier, justement, qui gère la situation des enseignants. Pardon, il a fait au nom de l'USTG. Oui, mais c'est une centrale syndicale. Est-ce qu'il avait une procuration? Non. Même il y a eu un congrès. Non, mais c'est le SLEG qui avait été convié. C'est le SLEG. Général Abdoulaye Souma était là, à Conakry. Il ne devait pas aller rencontrer l'autorité à l'absence de Souma. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était prêt pour partir négocier, pour détruire le combat de Souma. Et il a réussi. Mais je vais dire à Souma. Comment Souma a pu se laisser piéger comme un enfant de la sorte? Je comprends pas. Crois que c'est ce Souma ne s'est pas piégé. Souma s'est dit, si je m'accroche à une fédération si forte que la FESABAG, je sais qu'on va faire plier le gouvernement. Mais malheureusement, celui qui est à la tête de cette fédération, c'est une personne pourrie, corrompue. C'est vrai. D'accord. C'est vrai, je ne comprends pas parce que, excuse-moi, Mafoudia, nous avons fait une négociation en 2017. C'était le ministre Yula qui était premier ministre à l'époque. Abdoulaye, les travailleurs, nous avons fait le tour de Conakry. Les travailleurs nous ont accompagnés en nous demandant de sortir avec 2 chiffres. Ce jour, soit 10 000, 11 000 ou plus. Avec Wimbemba, était dans les couloirs de la primature pour essayer de faire le pré-négociation avant la négociation. Ça existe chez vous? Vous faites ça? De la pré-négociation le fait. D'accord. Tous les patrons des banques et finances, ils n'ont qu'à m'écouter. Ils le savent qu'il le fait. Ils ne le font même pas confiance. Parce qu'il a fini de vendre les travailleurs. D'accord. On va donc cette émission se poursuit. Madame Marie-Yvonne Koumbassa, elle est secrétaire générale de la délégation syndicale de la Banque populaire maroco-guinéenne et première secrétaire générale adjointe de la FESABAG. Elle prend la parole ce matin sur ce congrès qui a fait réélire Abdoulaye Sow à la tête de la FESABAG. Cette fois, c'est Guiba, parce que si c'est pas lui, c'est pas bon. Vas-y. J'ai tellement soulevé le doigt depuis Gambie, mais bon, j'attends toujours. Vas-y. Alors, j'ai deux questions. D'abord, sur l'exclusion de l'entité. Malgré cette décision de justice, vous n'avez pas été réintégré. On a écouté Baldé ici l'autre jour. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça, sachant qu'il faut, normalement, le bureau national devait être entendu avant toute exclusion. Ça n'a pas été fait. Comment vous voyez cela? Et deuxième chose, c'est ce congrès qui se fait malgré les mises en garde. Et normalement, selon les lois, on devait commencer par la base au sommet. Ça n'a pas été fait. Merci. Et depuis que nous avons été exclus de la FESABAG, on n'a pas baissé les bras. On a testé en justice. Nous avons gagné. Il a été débouté au tribunal de première instance, là où on lui a obligé de nous réintégrer à la FESABAG. Il a fait appel à la cour d'appel en disant qu'il n'est pas d'accord. Là-bas aussi, nous avons gagné. Le 10 novembre, nous avons gagné. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et l'acte qu'on a eu, la grosse, a été signifié à Sceaux, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, à l'inspection générale de travail, à monsieur le ministre de la fonction publique, pour attirer leur attention que la loi nous donne l'autorisation de revenir dans notre maison, qui est la FESABAG. Sceaux a vu cette grosse, a préféré anticiper le congrès. Normalement, le congrès court jusqu'au 14 décembre 2021. Avant de faire le congrès, vous avez ce document. Ce n'est pas ça. La FESABAG devait informer tous les syndicalistes, le bureau sortant et les élus à la base, la date, le lieu et l'heure du congrès. Un mois avant le congrès. Il ne l'a pas fait. Ça, ce sont les dispositions justement, l'article 15, le lieu, la date et l'heure du jour du congrès sont portés à la connaissance des membres statutaires au moins un mois avant la date d'ouverture du dit congrès. D'accord, allez-y. Merci. Et il ne l'a pas fait. Il envoie un courrier
dans les structures le 22 novembre pour leur dire que le congrès doit être tenu le 26. Où se trouve la conformité? D'accord. Sous tombe où? Je vous ai dit, ce n'est pas un syndicaliste. Mais madame, expliquez-moi. Comment, de quoi est-il si fort? On ne se fait pas élire tout seul. On ne se fait pas élire tout seul. Comment s'impose? Vas-y, c'est vas-y. cela mon inquiétude, Tamba, parce que un homme à lui seul, depuis plusieurs années, joue avec tout le monde. Parce qu'on a écouté Souma qui est apparemment dessus, et forcément vous n'êtes pas la seule aussi au sein de la structure. Mais comment comprendre qu'il puisse s'en sortir à tout moment? Il fait un autre congrès, ou bien peut créer une structure parallèle, et c'est une structure qui passe, qui fonctionne, et à laquelle adhèrent aussi quelques travailleurs. Comment comprendre cela? Comment Qu'est-ce vous qui se expliquez passe? ça? Si on n'a pas fait de congrès, si on a fait un coup d'État. Vous savez, on est en 2000, on est en 2021, oui. C'est l'année des coups d'État. Est-ce que vous voulez nous dire que le colonel lui a inspiré des choses So a fait un coup d'État. Mais je pense que ce coup d'État ne marchera pas. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Justement, on a 5 minutes encore. Allez-y, Guiba. Moi, j'ai une inquiétude. C'est grosse. La justice, normalement, une décision de justice doit s'exécuter. Il n'a pas obtempéré. Non, je sais ce que je dis. Il n'a pas obtempéré. Et malgré les mises en garde, on ne vous a pas réintégré. Est-ce qu'il n'est pas fort de quelque chose? Et ce congrès aussi, il le fait, c'est un coup d'État, vous le dites, mais il le fait quand même. Oui. Est-ce qu'il a des soutiens dans des zones où qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi il n'est pas indéboulonnable? La question de Guiba est très fort de qui? Faux est fort des cadres de la BCRG. Oui, mais pas plus fort que la justice. Je dis, est fort par des cadres de la Banque centrale. Comme qui? Monsieur le président de Mamadi Doumbouya a dit qu'il n'y a pas de recyclage. J'aimerais qu'il jette coup d'œil à la Banque centrale. Parce que l'argent qui sort de la Banque centrale, c'est l'argent de tout le monde. Est-ce qu'il y a un accord qui dit que quand il y a négociation, la Banque centrale est censée de sortir une forte somme pour donner aux négociations? Comment tu peux venir tendre la main à ton patron, d'augmenter le salaire? Tu lui tournes la main, augmenter le salaire des travailleurs, et tu lui demandes de te payer prime de négociation. Les grandes gueules. Ça se trouve où? Donc la Banque centrale paie de l'argent. Vous dénoncez en fait cette procédure qui n'est pas normale. Pour les négociations. Qui n'est pas normal. Au lieu de mettre ces primes dans vos poches, augmentez ces primes sous le salaire des travailleurs. Ces primes, elles sont de combien? Elles sont évaluées à combien pour chaque négociation? 270 millions. 270 millions pour le groupe? Pour le groupe, 270 millions. À chaque négociation? Et tenez bon, les 270 millions ne sont pas partagés équitablement. L'homme, So Abdoulaye, il prend 5 millions, il donne à chacun. Le reste, il met dans sa poche. Et il y a combien souvent autour de la table? Parce que moi, je veux savoir. Normalement, il doit avoir 3 personnes. Le secrétariat chargé à la négociation et le secrétaire général. Mais tellement qu'il y a le miel à la Banque centrale, quand il y a négociation, c'est toute l'équipe qui débarque à la Banque centrale. Parce qu'ils savent que quand il y a l'argent, l'homme, il va créer. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que nous avons dénoncé. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons envoyé la délégation rencontrer monsieur le gouverneur de la Banque centrale, la personne de Nabé, pour dénoncer, pour lui dire qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est dans son secteur. L'argent n'aime pas le bruit. Nous avons été exclus. Il a fait quoi? Il a soutenu. Parce qu'il sait qu'il y a le corrompu et le corrupteur. Mais Saul dit que vous n'êtes pas légitime. C'est lui qui est légitime. Il a la plupart des syndiqués avec lui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'enlever de ce poste? Quel syndiqué? Saul a fait ce congrès-là. Le congrès, c'est quoi? Les postes sont là à pourboire. Qui veut être secrétaire général? Vous pouvez vous présenter. Je peux me présenter. Mais si ils viennent déjà, les élections préparées avec une liste, les jeunes syndicalistes qui sont là, qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, parce que je veux leur dire que les élus à la base sont plus forts que le bureau exécutif. En effet. Parce que nous avons été élus par eux. Quand il y a eu cette crise, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est de nous convoquer, nous écouter.
Il a convoqué une réunion à la banque Bissigui de Matam pour nous accuser, nous charger. Nous avons trouvé nécessaire de venir nous expliquer devant ceux qui nous ont élus. Soit a mis les gendarmes devant la porte, nous empêchant de rentrer à notre arrivée. Nous avons trouvé les 3 noms affichés devant la porte. Marie Yvonne Kumbasa ne doit pas rentrer. Le pourquoi? Mais ça doit donner à réfléchir à ces syndicalistes. Pourquoi ça ne veut pas affronter cette dame-là? Vous comptez faire quoi désormais? Comptez faire quoi? Nous avons écrit, si l'État ne nous écoute pas, si la Banque centrale ne nous écoute pas, nous allons créer une deuxième FESABAG. C'est normal. Il y a combien de fédérations vous allez faire comme le SLEG. On va faire comme le SLEG. Vous allez faire. Dans ce cas, vous reconnaissez qu'il y a une FESABAG qui existe? Quelle FESABAG? Nous allons créer la FESABAG. On va garder le nom FESABAG. Ça ne sera pas SO, mais on va garder. Parce que SO doit sauter. SO a loupé l'occasion de sortir par la grande porte. Il s'est imposé, il s'est dit que tout le monde est pour moi. C'est ce que le président Alpha Condé a eu. Tout le monde est pour moi tout. Aujourd'hui, il est sorti par la petite porte. SO devait sortir par la grande porte. Laisser la nouvelle génération partir aux élections pour défendre l'intérêt des travailleurs. Les institutions sont remplies de sous-traitances qui sont là aujourd'hui, qui travaillent dans l'esclavage avec des Guinéens qui sont assis dans leur bureau, qui divisent le salaire des jeunes cadres qui travaillent dans les institutions. C'est grave. Au vu et au su de ça, nous avons dénoncé ça à la Banque centrale. Demandez à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de nous donner la situation des Burval, BCEP. Quel est leur rôle? C'est faire le gardiennage ou travailler dans les banques. Il nous a promis, cette promesse-là depuis 2017, on n'a pas eu de suite. Est-ce que nous allons nous investir dans nos enfants, payer leur école, que ces enfants-là viennent être esclaves de leurs propres frères et sœurs, des Guinéens qui sont assis dans leur bureau, prendre 50% des salaires des jeunes qui travaillent dans les banques et quand ils ont des manquants, c'est eux qui remboursent, les patrons ne vont pas rembourser. Il faut que ça cesse. D'accord. Alors, non, Ahmed, si tu permets, je suis obligé de rendre l'antenne. Madame, un dernier... moi, je veux que vous nous répétiez le montant qu'il reçoit pendant les négociations. C'est 200 combien de millions, vous dites? Il reçoit 270 millions. 270 millions. Donc, on peut bien s'enrichir. Cette je crois que c'est ça qui explique les mots de les patrons cotisent. Il y a 14 banques. Chaque année, chaque banque cotise 2500 €. Pour la FESABAG. D'accord, pour 14 banques. D'accord. Et qu'allez-vous faire de la procédure judiciaire? Parce qu'il y a quand même cette grosse de justice. Qu'est-ce que vous allez faire devant les tribunaux? Rien? Nous avons rencontré notre avocat. Nous allons porter plainte pour demander d'annuler le congrès. Ce congrès. D'accord. Madame Marie-Yvonne Kumbasa, Monsieur Abdoulaye Sow, vous le savez, je vous ai appelé plusieurs fois pour vous demander de prendre la parole chez nous. Vous n'avez pas voulu. Mais si cette fois vous souhaitez prendre la parole, c'est une antenne qui vous est ouverte. Même demain, nous pouvons vous avoir, pourquoi pas, parce que ce sont de graves, mais de très très graves accusations qui sont portées à votre encontre. On espère justement que vous souhaiteriez, pour une fois, répondre des faits qui vous sont reprochés. Madame Kumbasa, merci d'être passée dans cette émission ce matin. Et voilà les gars, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Demain, dès 9h, ce sera un autre numéro des Grandes Gueules avec vous, aimables auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous avez prêté votre compagnie depuis le début. Amadou Sow, merci à toi, c'est le FNDC de la maison. Et puis à la régie, c'est Vladimir Poutine, c'est le colosse d'espace. Lui, il nous a aidé côté régie télévisuelle. Mafata Sano, Mamoudou Condé sont ceux qui ont permis que vous nous entendiez. Restez avec nous, nos programmes continuent dans un instant, ce sera un autre. Et restez parce que après tout, il n'y a pas mieux ailleurs.